Lecture dédiée à Gaylor le Shaker, évidemment. Éric Malpass, mon ami Gaylor. Le matin est servi. Édition Éric Malpass, 1965. Traduction française de Anne-Marie Soulac pour le compte des éditions Robert Laffont en 1967. Devant un enfant de 7 ans, les adultes ne sont pas assez sur leur garde. Pas un geste, pas un mot ne lui échappe. Et quand les mots, notamment, ressortent par sa bouche, quel boomerang souvent. C'est ce qui se passe constamment avec Gaylor, tout seul au milieu de 8 grandes personnes qui, sans doute parce qu'il est encore bien petit, ont tendance à oublier qu'il est là. Mais à sa façon, il rappelle qu'il existe, quitte à provoquer innocemment des grincements de dents, voire des pleurs. Gaylor a le don de créer autour de lui le bonheur, parce que lui-même, au fond, est un petit garçon très heureux. Même lorsque, par désobéissance, il se lance dans une aventure qui pourrait tourner au tragique pour lui, les choses se dérouleront de telle sorte que non seulement il s'en tirera, par la grâce de l'enfance une fois de plus, mais sa pauvre tante Rose, que l'on croyait destinée à rester vieille fille, découvrira du même coup l'amour et un mari. Chapitre 1er. L'aube et un ciel de porridge froid. Les lambeaux de neige mouillée accrochés encore aux angles du toit. Dans la grande maison, pleine de coins et de recoins, toute la famille cherchait refuge contre le froid et le jour naissant, tapis dans l'hibernation du dimanche matin. Mais Gaylor était insensible au froid. Le jeune Gaylor Pentecost était insensible à presque tout. À peine éveillé, debout, il piétina un moment son lit, puis, lassé de l'exercice, il remonta son pyjama autour d'une taille imaginaire et prit le départ pour une croisade de la bonne volonté autour de la maison. Il se rendit chez grand-papa. Il faisait sombre dans la chambre. Il ouvrit les rideaux. Les rideaux étaient montés sur des anneaux de cuivre. Quand n'importe qui les tirait, il faisait un bruit de castagnette. Quand c'était Gaylor, on aurait dit une collision sur l'autoroute. Grand-papa n'ouvrit même pas les yeux et dit « Fiche-moi le camp !» Sous les couvertures, grand-papa était comme une petite montagne compacte, bien ronde. Gaylor prit son élan et atterrit au sommet de la montagne. « Je suis un chevalier, cria-t-il. Toi, tu es mon destrier. » « Je ne suis pas un destrier, dit grand-papa. Je ne suis qu'un vieil homme qui voudrait bien se reposer un peu, si Dieu le veut. Gaylor posa un doigt inquisiteur sur une paupière vénérable. Il la releva légèrement pour examiner d'un regard pensif l'œil jaune, maléfique. Il laissa retomber la paupière. « Veux-tu que je te fasse une tasse de thé ?»« Oui, à condition que ça te prenne un bout de temps, » acquiesça grand-papa. Gaylor mit pied à terre. « Il y en a pour un clin d'œil, dit-il plein d'entrain. »« Surtout ne te presse pas, » répondit grand-papa. Gaylor se rendit chez grand-tante Marigold. « Veux-tu une tasse de thé » cria-t-il du seuil. Mais grand-tante Marigold avait posé son appareil acoustique avec ses lunettes et ses dents sur la table de chevet, et elle fit la morte, toute heureuse pour une fois de transformer son infirmité en bénédiction et en havre de grâce. Gaylor se rendit chez tante Rose. Le long visage au teint brouillé n'était qu'une tache jaune sur le blanc de l'oreiller. Elle ne manifesta aucun signe de joie à la vue de son neveu. « Qu'est-ce que tu lis » demanda Gaylor. « Un livre. »« Il s'appelle comment ?»« La psychopathologie de la vie quotidienne, dit tante Rose. Te voilà bien avancé, ajouta-t-elle d'un ton agressif. Les syllabes basculèrent dans la cervelle de Gaylor comme du charbon le long d'un plan incliné. Elles s'entassèrent au petit bonheur Lachance dans le fond. Il alla regarder par-dessus l'épaule de tante Rose. « Il y a des images ?»« Non, dit tante Rose. »« De quoi ça parle ?»« De psychopathologie, dit tante Rose, dans la vie quotidienne, fit-elle l'effort d'ajouter. Gaylor se risqua à tirer sur les couvertures. « Je peux venir avec toi ?» Tante Rose se transforma brusquement. Elle se recroquevilla comme un chat traqué. Ses lèvres serrées s'étirèrent sur ses dents. Elle agrippa son livre comme se cramponne à son guidon un cycliste dévalant sans frein une pente folle. Dire que c'est le seul moment de la journée où cette sale famille de cinglés me laisse un peu tranquille, et il faut que tu arrives. Va-t'en, laisse-moi lire mon livre. Va voir Becky. Elle sera ravie d'avoir quelqu'un dans son lit, même toi. Frémissante, elle regardait d'un œil fixe la page imprimée.
Gaylor l'observa avec intérêt. Ce n'était pas la première fois qu'on avait une conversation tout à fait normale avec tante Rose et que, tout à coup, voilà qu'elle était prête à vous sauter dessus. Très intéressant. Bien entendu, il savait d'où cela venait. Il l'avait entendu dire par grand-papa. Il grimpa sur le pied du lit de cuivre. Ça n'avançait pas à grand-chose de rester. Tu veux une tasse de thé demanda-t-il. Tante Rose ne répondit pas. Gaylor décida de passer à tante Becky. Tante Becky était toute rose et crème, mousseuse et vaporeuse. Gaylor adorait tante Becky. Il avait presque pris la décision de l'épouser quand il serait grand. Pour voir, il tira sur les couvertures. Vas-y, dit tante Becky. Il y alla d'un bond. Tante Becky était toute chaude et douce et sentait bon. Gaylor n'était ni chaud ni doux. C'est comme si on avait été une grosse grenouille dans son lit, pensa-t-elle. Où as-tu été de fourré? Chez tante Rose. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait. Tante Becky eut l'air de trouver ça drôle. Quoi? Gaylor examina rétrospectivement l'entassement des syllabes. Psy. Ça parlait de cyclisme, risqua-t-il. Grand Dieu. Et ensuite elle est devenue toute drôle. Drôle? Dans tous ses états. Je ne crois pas qu'elle tenait beaucoup à ce que je reste. Pauvre Rose, dit Becky avec une satisfaction langoureuse. Gaylor pensa que c'était le moment de sortir le diagnostic de grand-papa. C'est ses sacrés nerfs, dit-il. Tante Becky rejeta la tête en arrière pour rire à son aise. Entre les dents blanches, Gaylor vit la petite langue rose. Il avança le doigt et la toucha. Qu'est-ce que tu faisais demanda-t-il. Je rêvais. À quoi? Aux hommes, dit Becky, s'étirant avec volupté. Ça ne semblait pas très gai. Tu veux une tasse de thé proposa-t-il. Je ne demande pas mieux. Gaylor descendit du lit, remonta son pantalon de pyjama et gagna la porte. En moins de 2, répondit-il. Il se rendit chez maman et papa. Il fut très intrigué de trouver maman seule dans le lit. Maman, où est papa? Au grenier. Gaylor se mit à tripoter les objets sur la coiffeuse. Pourquoi est-ce que papa est au grenier, maman? Parce que c'est un triste individu et que nous n'arrivons pas à voir les choses du même œil. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir du même œil sans qui, Gaylor? L'argent, dit maman. Gaylor poussa jusqu'au grenier. Papa était couché sur le lit de camp, entortillé dans un tas de couvertures de soldats, pareil à une momie égyptienne qui perd ses bandelettes. Il faisait désespérément semblant de dormir. Pourquoi tu dors au grenier, papa? Demanda Gaylor. Je ne dors pas. C'est-à-dire que si, je dormais, quand on m'a réveillé grossièrement. Les reproches subtils étaient une des choses auxquelles Gaylor restait insensible. J'aurais pensé qu'il faisait froid au grenier, dit-il. Froid? Et comment? Fichtrement même. Maman avait l'air de se sentir drôlement bien, insista Gaylor. Tu veux une tasse de thé? S'il te plaît, répondit papa. Et il se retourna vers le mur. Gaylor se mit en route pour sa mission de charité. En bas, dans la cuisine, il ouvrit tout grand le robinet d'eau froide. Puis il mit le doigt sur le jet. L'eau arrosa délicieusement la cuisine, et Gaylor. Il regarda son pyjama mouillé et, mentalement, raya maman de sa liste. Pas de thé pour elle. Sourdement, un sixième sens l'avertissait de plus en plus de ce qui risquait de déclencher maman. En réalité, il ne raffolait pas tellement de maman. Trop souvent, il ne voyait pas les choses du même œil. Il découvrit un assortiment de tasses et de soucoupes, les plaça sur un plateau, les garnit à moitié d'une solution saturée de lait et de sucre. Puis il remplit la grande bouilloire de 2 litres et la mit à chauffer sur le gaz. C'était long et assommant d'attendre. Maman lui avait raconté l'histoire du petit garçon qui, tenant un jour une cuillère sur le bec d'une bouilloire qui bouillait, avait inventé la locomotive. Quand l'eau se décida à bouillir, il essaya. Le couvercle sauta. Sans comprendre très bien le rapport que ça pouvait avoir avec les locomotives, Gaylor décréta qu'il inventerait aussi quelque chose un jour. Sauf que, la locomotive ayant déjà été inventée, il se demandait ce qu'il pourrait inventer d'autre, ce qui compliquait la situation. Il vida un quart de thé dans le pot. Prudent par nature, il éteignit le gaz et laissa la bouilloire refroidir un peu avant de verser. Finalement, tout fut prêt. Il emplit les tasses. Il y avait un tas de feuilles flottant à la surface, si bien que ça ressemblait davantage à de la sauce à la menthe grise qu'à du thé. Mais il estima que c'était sans importance. Il gravit tant bien que mal l'escalier avec le plateau. Il porta une tasse à grand-papa. Grand-papa jeta un coup d'œil sur le brouet de sorcière et frémit. J'attendrai que ça refroidisse, dit-il. Ça a déjà refroidi, repartit Gaylor. Il alla regarder par la fenêtre. C'était un jour de novembre, figé dans le gel. Comme un malade qui respire encore mais ne peut plus voir, ni bouger, ni sentir,
La journée maintiendrait un semblant de vie, jusqu'à ce que le crépuscule d'hiver envahît doucement et charitablement la campagne. Alors elle mourrait, sans avoir été aimée, ni pleurée, ni presque remarquée. Papa n'a pas dormi avec maman, dit Gaylord. Faut-il qu'il soit bête, s'exclama grand-papa. Gaylord alla porter la bonne nouvelle à grand-tante Marigold. Malgré sa surdité, grand-tante Marigold avait le chic pour attraper ce qui l'intéressait. Elle se leva sur son lit comme les morts dans leur linceul le jour du jugement dernier. Que Dieu nous garde tous, s'écria-t-elle, mais pourquoi? Il ne voit pas les choses du même œil, dit Gaylord. Il alla passer la tête dans l'entrebâillement de la porte de tante Rose. Est-ce que tu as dit que tu voulais du thé? S'enquit-il. Tante Rose eut un soubresaut convulsif, garda le regard fixé sur son livre et ne répondit pas. Papa n'a pas dormi avec maman, dit Gaylord. L'effet produit sur tante Rose fut remarquable. Elle tendit les bras. Oh, mon pauvre agneau, s'écria-t-elle. Gaylord se demanda pourquoi il était brusquement devenu un pauvre agneau. Mais il se rappela qu'il avait un devoir à accomplir. Il porta une tasse à tante Becky. En as-tu donné à Rose? Demanda-t-elle. Elle n'avait pas l'air d'en vouloir, dit Gaylord. Tante Becky sourit. Gaylord porta une tasse à papa. Papa y jeta un coup d'œil et de nouveau se tourna vers le mur. J'ai dit à grand-papa et à tout le monde que tu étais au grenier, dit Gaylord, tortillant d'un air pensif un œil du hibou empaillé. Cher enfant, dit papa, est-ce que le thé est bien? Délicieux. Tu es sûr de n'avoir pas mis de la ciguë par erreur? Je ne crois pas, dit Gaylord, se demandant vaguement dans quelle boîte maman mettait la ciguë. Maintenant je vais m'habiller. Bonne idée, dit chaleureusement papa. Tels des animaux hibernants qui entendent l'appel du printemps, la famille commençait à donner des signes de retour à la vie. En soupirant, tante Rose glissa un signet de cuir entre les pages de sa psychopathologie, enfila une robe de chambre sur sa confortable chemise de nuit, se regarda dans la glace, frissonna et vogua dans le couloir. Elle essaya la poignée d'une porte, fermée. Impatiemment, elle frappa. J'en ai pour 1 minute, cria gaiement Gaylord de l'intérieur. Tante Becky enfila un négligé vaporeux sur les ruchers de son pyjama, échangea un sourire satisfait avec le miroir et vogua dans le couloir. Porte fermée. Elle joua du tambour sur la porte. J'en ai pour 1 minute, cria gaiement Gaylord de l'intérieur. Ensuite ce fut maman. Gaylord, si tu dois rester là toute la matinée, à l'avenir, tu te serviras des cabinets du jardin. Gaylord soupira. Il n'aimait pas les cabinets du jardin. Le trou était affreusement grand et profond. Il savait qu'un jour il tomberait dedans et serait emporté jusqu'à la mer. J'en ai pour 1 minute, cria-t-il. Grand-papa se gratta la poitrine, enfila son caleçon long d'un blanc jaunissant et bâilla. Dimanche, pensa-t-il, et toute la sacrée famille dans les jambes. Rose et Becky, prêtes à se sauter à la tête comme deux chattes, cet imbécile de Jocelyn refusant de dormir avec une créature aussi sacrément belle que May, et Gaylord, et le froid de novembre qui s'infiltrait dans la grande maison. Grand-papa était trapu, avec de larges et puissantes épaules, et assez l'aspect d'un chêne un peu rabougri. Il souriait rarement, ne riait jamais, bien qu'il donnât souvent l'impression d'être secoué tout au fond de lui-même par un rire intérieur qui ne montait jamais tout à fait jusqu'à la surface. Il avait conservé sa charge d'avoué jusqu'à l'âge de 60 ans. Puis il avait pris sa retraite et acheté la ferme dont il avait rêvé toute sa vie. Il essayait désormais de satisfaire les désirs d'une vie entière pendant les quelques années qui lui restaient. Il était hargneux, intolérant, bourré de préjugés et profondément sentimental. À présent il se rasait, tout en jurant et récriminant, tandis que le rasoir attaquait le chaume gris de son menton. Il fit un gros nœud à sa cravate, enfila sa veste et descendit pour le petit déjeuner. Tout le monde l'attendait. En grommelant, il déplia l'Observer, laissant tomber par terre ostensiblement la partie revue. Il n'avait jamais pardonné au journal de se couper en deux, à la façon, disait-il, d'une sacrée amibe intellectuelle. Sans le souvenir de feu J.L. Garvin qui l'honorait, il eût pris le télégraphe. Il nota avec plaisir que Jocelyn avait l'air d'un chien battu. May était tendue et se surveillait. Becky, comme toujours, avait l'air d'un chat qui vient de manger de la crème. Rose était en harmonie avec ce jour de novembre froid, humide et morne. Gaylord, se rappelant brusquement qu'il était un pauvre agneau, fondit en larmes. Que diable lui prend-il? Explosa grand-papa. Tu le demandes? Répondit tante Rose mystérieusement. Sacre Dieu, oui, justement, je le demande. Tante Rose jeta un regard significatif en direction de maman et papa. Je crois que ses parents pourraient nous le dire.
Papa prit 2 comprimés d'aspirine dans son flacon, les avala et n'eut pas l'air bien. Même si vous n'avez aucune considération l'un pour l'autre, vous pourriez en avoir pour cet enfant, ajouta Rose. Mon œuf n'est pas bon, intervint Gaylord, qui en avait assez d'être un pauvre agneau et détestait les œufs. Vous n'avez pas idée du mal qu'un choc comme celui de ce matin peut faire à un tendre esprit en formation, poursuivit tante Rose. La seule chose qui puisse faire mal à ce tendre esprit en formation, c'est un tank Sherman, dit grand-papa. Et encore, je ne sais pas lequel des deux aurait le dessus. Mon œuf pue comme le diable, reprit Gaylord. Gaylord, dit maman d'un ton sec. Freud affirme clairement, essaya de placer tante Rose. Grand-papa donna un coup de poing sur la table. Ce sale bonhomme, cria-t-il. Quel bonhomme demanda tante Rose. Froude, dit grand-papa. Il y a un poussin dans mon œuf, insista Gaylord. Grand-tante Marigold y alla de son grain de sel. Voyons, Rose, tu sais très bien que ton père interdit qu'on parle de Froude au petit déjeuner. Rose martela la table de ses poings. Pour l'amour du ciel, cessez de l'appeler Froude, hurla-t-elle au bord de la crise de nerfs. La voilà repartie, grommela grand-papa. Il se leva, jeta sa serviette par terre et quitta la pièce. Grand-tante Marigold se précipita derrière lui en pleurant. Tu vois ce que tu as fait, Rose. Maintenant, il va passer toute la journée à bouder derrière l'observeur. Maman regarda Rose. Bon, dit-elle résolument, qu'est-ce qui te tracasse? Rose regarda Gaylord d'un air inquiet. Mais il était occupé à fermer un œil et à scruter de l'autre à l'intérieur de son œuf. Je faisais allusion au fait que tu as forcé Jocelyn à coucher au grenier. Elle ne m'a pas forcé, corrigea papa. J'en avais assez, et je suis parti. Bêtise, c'est moi qui t'ai jeté dehors, et ton harnachement de nuit avec. Papa se leva. Si on ne peut même pas laisser mon harnachement de nuit tranquille. Et il sortit en haussant les épaules. Je vois le bec, s'écria Gaylord.